Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le dernier point de l'information de la journée au sommaire de l'actualité. Les condoléances se poursuivent au domicile de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, après l'annonce de son décès. Les autorités du pays se succèdent à son domicile et aujourd'hui, le vice-président Tiemoko Méliette Koné est allé exprimer sa compassion à la famille éplorée. Nous reviendrons sur sa visite dans ce journal. Le virus de la peste porcine africaine a été découvert à Soubré, dans la région de la Nawa. La direction régionale des ressources animales et halieutiques a annoncé des mortalités suspectées de porcs. En juillet, dans le sous-quartier Djessou-Lobo, le gouvernement invite les populations de cette zone à l'adoption de mesures conservatoires. Hors de chez nous, au Niger, la France ne reconnaît pas la dénonciation des accords militaires des putschistes. Elle rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec ce pays en matière de défense repose sur des accords conclus avec les autorités légitimes. Merci de suivre l'information sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est en deuil, on le sait. L'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, n'est plus depuis le 1er août. Cette nouvelle crée l'émoi dans le paysage politique. Après le couple présidentiel, c'est au tour du vice-président et son épouse d'apporter leur soutien aux membres de la famille éplorée. Jérôme Kofi Aboula. Le deuil national dû au décès du président Henri Konan Bédié le 1er août 2023. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, ce vendredi au domicile de l'illustre disparu. Il y est allé présenter ses condoléances aux membres de la famille éplorée, notamment à Madame Henriette Konan Bédié. Après le passage du président de la République, Alassane Ouattara, avec la première dame Dominique Ouattara chez les Bédié, à la suite de l'annonce de la triste nouvelle, le vice-président, accompagné de son épouse, vient à son tour apporter sa compassion à la famille endeuillée. Outre la présence de Mme Tiemoko Méliette Koné, on enregistre celle de plusieurs autres personnalités, notamment des membres du gouvernement, aux côtés du vice-président de la République, à la résidence du défunt. Et toujours pour exprimer sa compassion à la famille Bédié, une forte délégation du RHDP, conduite par le président du directoire, s'est rendue hier, jeudi, au domicile de l'ex-président de la République pour présenter les condoléances du parti. Le RHDP dit être aussi frappé par ce deuil. Konaté Moussa, Arnaud Kofi. Depuis l'annonce de son décès, la résidence du président Henri Konan Bédié ne désemplit pas. Les délégations se succèdent pour la présentation des condoléances. Ce jeudi soir, la délégation du RHDP est aux côtés de la famille éplorée. Son épouse Henriette reçoit les mots de réconfort et de compassion du RHDP. Nous savons combien notre président du parti a été fortement touché par cette terrible nouvelle. Nous sommes venus avec cette forte délégation à la tête de laquelle se trouve le président du directoire ainsi que le secrétariat exécutif et l'ensemble des membres du directoire. Nous sommes venus au nom du président du parti présenter toutes les condoléances du parti à d'abord Madame Henriette Konan Bédié, à toute la famille Bédié, ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille, y compris la famille alliée. Décédé le 1er août dernier, les dates officielles des obsèques ne sont pas encore connues. Le pays observe un deuil national de 10 jours depuis le 2 août jusqu'au vendredi 11 août. Et justement, pour accompagner le deuil national, une mise en berne du drapeau national a été décrétée pendant 10 jours. Nos reporters ont sillonné les communes du district autonome d'Abidjan pour un constat. Ils sont allés également à la rencontre d'experts qui nous expliquent le sens de la mise en berne du drapeau. Reportage. Suite au rappel à Dieu de Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, un deuil national de 10 jours à compter du 2 août 2023 a été décrété par le chef de l'État Alassane Ouattara. Durant cette période, le drapeau national restera en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Les populations appréhendent différemment le sens de la mise en berne du drapeau. Je suis né en 85.
La mise en berne, pour ma part, c'est pour la première fois parce que lorsque le président Houphouët est décédé, on était encore tout petit. Quand on parle de mise en berne, c'est-à-dire sursoir à toutes les festivités dans cette nation. Bon, la mise en berne des drapeaux, je pense que quand il y a un problème dans un pays, il y a catastrophe et que l'État décrante une situation de deuil national et tous les drapeaux sont en berne. Ce spécialiste en éducation permanente partage les explications plus édifiantes. On met le drapeau en berne en signe de commisération, c'est-à-dire de compassion collective à l'occasion d'un deuil national ou bien d'une tragédie qui touche toute une communauté ou bien une collectivité. Dans le cas du décès du président Henri Konan Bédié, le deuxième président de la République, donc c'est une figure emblématique, on veut dire à sa famille qu'elle n'est pas seule dans le deuil et que toute la nation est avec elle. C'est pourquoi on met à mi-parcours le drapeau sur son mât, le drapeau étant le symbole par excellence de la souveraineté nationale. Est-ce que pendant cette période, on monte le drapeau? Non. Le drapeau est à mi-parcours jusqu'à la fin de la période de deuil qui est décrétée. La mise en berne du drapeau national va impacter la commémoration de l'an 63 de l'accession du pays à l'indépendance. Ce lundi 7 août, lorsque le président de la République va arriver sur l'esplanade du palais de la présidence, il trouvera les troupes déjà rassemblées. Un binôme mixte d'enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville va monter les couleurs et ensuite redescendre le drapeau à mi-hauteur pour respecter les dispositions de la mise en berne du drapeau. Je dois relever aussi que ce jour-là, il y aura aux côtés des forces de défense et de sécurité un détachement des forces armées togolaises pour marquer l'excellence de la coopération militaire qui existe entre nos deux pays. De Cocody à Makori, en passant par la commune du Plateau, la mise en berne du drapeau national est observée aussi bien dans les structures privées que publiques. Ça s'impose à la nation ivoirienne. Chacun, partout où il se trouve, doit se conformer à cette règle. Cependant, il n'est pas exclu de voir des drapeaux mis horizontalement ou verticalement par des particuliers afin de marquer simplement leur adhésion à la célébration du 7 août 2023. Certaines structures ont pris l'initiative de poser des drapeaux et donc c'est peut-être le lieu d'interpeller toutes ces structures et toutes ces personnes pour que effectivement ces drapeaux soient mis en berne pour respecter la mémoire de l'illustre disparu qu'est le président Henri Konan Bédié. La fête nationale sera célébrée dans la sobriété et le recueillement. Toujours dans la même veine, nous vous proposons ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État, un communiqué lu par Abou Sanogo. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie de prise d'armes à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, qui aura lieu le lundi 7 août à 11h au palais de la présidence de la République au Plateau. Ce sont Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Messieurs les ministres à la présidence de la République, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur de cabinet du vice-président de la République, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées et son adjoint, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale et son adjoint, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le général de brigade, chef d'état-major particulier du président de la République, Messieurs les officiers généraux, chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale, Monsieur le colonel-major, commandant les forces spéciales, la fin de la mise en place est prévue à 10h30 au plus tard. Un autre sujet à présent, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan a célébré ses 198 pensionnaires issus de la 34e promotion après leur formation au métier de la mer et de l'industrie.
L'événement s'est tenu à son siège régional dans la commune de Yopougon en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, par ailleurs parrain de cette promotion, et du ministre des Transports, Amadou Koné. Michel Digri. Sorti de la 34e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, ils sont 198 pensionnaires issus de cette promotion à recevoir leurs épaulettes d'officiers de marine. Karim Koulibaly, directeur général de l'Académie, souligne l'importance du secteur maritime dans la dynamique économique de la Côte d'Ivoire. Au cours de l'année académique qui s'achève, l'ARSM a réalisé plusieurs activités, notamment la signature de partenariats stratégiques avec l'Office du service civique national dans le cadre de l'année de la jeunesse pour l'hébergement et l'initiation de 500 jeunes au métier de la mer et de l'industrie dans la mise en œuvre du programme dénommé Campus Citoyen. Parrain associé à l'événement, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, salue l'engagement du ministre des Transports, Amadou Koné, à mettre en œuvre des réformes en vue de la modernisation du secteur. Le ministre des Transports a inscrit en bonne place dans la hiérarchie des priorités la dynamisation du secteur maritime en dotant notre marine de moyens efficaces en vue de lutter contre l'insécurité qui sévit sur nos côtes tout en œuvrant pour la construction d'un capital humain de qualité. Il nous appartient en conséquence de saisir toutes les opportunités que nous offre l'univers maritime, que ce soit sur l'eau et même sur terre. La promotion sortante composée de 198 étudiants, dont 106 issus de l'École supérieure des transports maritimes et 92 issus de l'École supérieure de navigation et collège d'enseignement et d'apprentissage maritime. Le président de l'Assemblée nationale à fond dans la célébration de l'excellence après l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. C'est au tour de l'École normale supérieure. Elle a fait sa sortie ce jeudi 3 août. Au nombre de 3800, ces normaliens, baptisés Promotion Adama Bictogo, s'engagent à servir la nation avec probité et rigueur. Didier Nguessan, Joël Gomez. Avec un effectif de 3800, dont 32% de femmes, la promotion baptisée Adama Bictogo, du nom de leur parrain et président de l'Assemblée nationale, a choisi de promouvoir 3 valeurs, la vérité, la rigueur et l'humanisme. Nous voilà au terme d'un long voyage initiatique, fort enrichissant. Pendant 2 années, nous y avons découvert tous les axes de la construction mentale, sociale, psychopédagogique, intellectuelle et professionnels de l'apprenant. L'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire vient de réaliser plus de 86% de réussite au concours du CAMES, de quoi conforter la culture d'excellence, a rappelé l'émissaire du ministre Adama Diawara. Les futurs éducateurs, professeurs de collège et lycée ont été baptisés par le représentant du parrain qui les a invités à faire preuve de professionnalisme. Il s'agit de donner à nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche les moyens de compétir à l'international. Pour consolider la mise en œuvre du système LMD, l'offre de formation doctorale devra désormais s'arrimer aux besoins avérés du marché de l'emploi. Dans toutes les sociétés qui aspirent au progrès, l'éducation doit être la voie royale de promotion du mérite, de la culture du travail bien fait et de la saine émulation. C'est seulement à ce prix que nous pourrons rivaliser avec les nations les plus avancées, tant en Afrique que dans le monde. Après des échanges de présents, la promotion sortante a transmis le flambeau à la 58e promotion qui fait son entrée à l'INS cette année. Une note d'environnement dans cette édition et intéressons-nous à cet accord signé par la présidence de la COP15 et le Comité national de télédétection et d'information géographique. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la désertification. Il ambitionne susciter des initiatives et créer par la même occasion un cadre de concertation. Kraskondo. La présidence de la COP15 sollicite l'expertise du Comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG dans la mise en œuvre des résolutions de la COP15 pour combattre la désertification, la sécheresse et la dégradation des sols. C'est ce qui justifie cet accord de partenariat entre ces deux institutions sur des projets visant à promouvoir
les innovations géotechnologiques. Il est important pour la Côte d'Ivoire d'avoir ses propres satellites, et aujourd'hui c'est chose facile, et ce qui nous permettra donc de mutualiser non seulement les moyens, mais mutualiser les informations et permettre donc à chaque utilisateur, département, que ce soit pour l'environnement, la prévention, pour l'agriculture, pour les mines, pour les ressources en eau, et tout cela, ça permettra donc de pouvoir mieux gérer nos territoires et donc de faire beaucoup d'économies. La Côte d'Ivoire a perdu 60% de ses terres productives dégradées et plus de 75% de son couvert forestier. C'est pourquoi, pour le directeur général du CNTG, il est alors nécessaire de passer d'une gestion réactive à une gestion proactive. Ce partenariat, c'est d'abord donner tout ce qui est base de données que le CNTG a, mettre à la disposition de la COP 15 et tous les affiliés. Et ensuite, les outils seront développés. C'est des outils d'alerte précoce. L'évolution de la technologie le permet. Le CNTG, structure sous tutelle de la primature, s'est engagé en outre à accompagner l'administration publique ainsi que les entreprises privées en matière de géo-information et d'applications innovantes d'aide à la prise de décision. Nous vous le disions en titre, le virus de la peste porcine africaine a été découvert dans la ville de Soubré. Cette information fait suite à des mortalités suspectes de porcs signalées en juillet dans le sous-quartier Djesso-Lobo et confirmée par la Direction régionale des ressources animales et halieutiques suite à une enquête sanitaire réalisée. Cette maladie hautement contagieuse touche les porcs domestiques et sauvages avec un taux de mortalité pouvant atteindre 100%. Le gouvernement invite les populations de cette région à l'adoption de mesures conservatoires, notamment l'abattage et l'interdiction des mouvements des bêtes dans cette commune. Ouvrons la page santé de ce journal et direction Tiassalé dans la région de Lagnébi-Tiassa. Bonne nouvelle pour les populations de cette localité. Elles seront dotées dans les semaines à venir d'un hôpital général. Le lancement des travaux a eu lieu récemment en présence du ministre de la Santé. Les détails avec Eugène Atoubé. Le nouvel hôpital général de Tiassalé est en chantier. C'est sur un site de 7 hectares qu'il sera bâti. Les techniciens et ouvriers travaillent dans le respect du délai d'exécution. On a commencé depuis 3 mois. On a fini la fondation des 2 blocs et pour le moment, on est en train de faire le 3e bloc. On va construire au moins 23 bâtiments, alors ça va prendre 1 an pour qu'on finisse. Pour la première fois depuis le démarrage des travaux, les populations ont eu accès au chantier à la faveur de la pose de la première pierre de l'infrastructure sanitaire par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La construction de l'hôpital général de Tiassalé tient de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de renforcer l'existant en termes d'offres de soins de santé aux populations. Les praticiens heureux à l'idée que cet hôpital en construction va améliorer de façon significative le cadre et conditions de travail. Avec les populations, ils ont pu découvrir en photo ce que sera le nouvel hôpital général de Tiassalé. Selon la vision du chef de l'État, chaque Ivoirien doit pouvoir donc avoir des services de santé de proximité à moins de 5 km de chaque habitation. Avec cet hôpital, nous allons avoir toutes les spécialités, chirurgie, pédiatrie, gynéco, etc. Et les urgences et des salles de réanimation qui vont prendre en charge tous nos parents. Et cet investissement est prévu pour près de 10 milliards. Le nouvel hôpital général de Tiassalé est annoncé comme un établissement de référence pour le district sanitaire de cette localité. Il va accueillir les accidentés de la route, un énorme bénéfice pour Tiassalé au regard de sa position de carrefour stratégique. Cette assurance obligatoire connaîtra un coup d'accélérateur dans sa mise en œuvre. En témoigne la multiplication des centres d'enrôlement de la CNU. Au cours d'une rencontre avec la presse, Maître Adama Camara annonce une multiplication des centres d'enrôlement, une solution avancée par le ministre en charge de la protection sociale pour désengorger les sites actuels. Serge Coléa. Depuis le 1er janvier 2023, la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle est exigée pour accéder à certains services de l'État. Il s'agit entre autres de l'inscription aux examens et concours, l'inscription des étudiants et des élèves âgés de plus de 16 ans, le recrutement dans le secteur public et privé, l'accès aux programmes financés par l'État. Au titre du renforcement du dispositif d'enrôlement classique, il a été convenu
dans le cadre de l'opération spéciale vacances, de procéder à l'ouverture de nouveaux sites d'enrôlement dans les écoles, les hôpitaux, les universités, les cités universitaires, les sous-préfectures et autres sites identifiés et situés sur toute l'étendue du territoire. Le dispositif d'enrôlement sera complété par 900 sites supplémentaires pour le porter à 1048 sites. 900 nouveaux sites pour un total de 1048. Ces sites seront pourvus de 3000 nouveaux agents recenseurs pour un objectif de 10 millions de personnes à enrôler les 6 prochains mois. Il est important de préciser que l'enrôlement à la couverture maladie universelle est totalement gratuit. Pas même un franc ne doit être demandé à la population. J'ai instruit le directeur général de la CENAM à l'effet de prendre toutes les sanctions les plus sévères à l'encontre des agents d'enrôlement qui se rendraient coupables d'une quelconque forme d'escroquerie. J'invite également les usagers à dénoncer à travers les différents numéros verts de la CENAM. À ce jour, 327 sites supplémentaires ont été déployés. Au total, 475 sites sont fonctionnels. Un tour à présent dans la région de Gagnoa, dans le centre-ouest du pays. La Fédération des mutuelles des cadres pour le développement des villages guébiers et sa population s'engage dans les actions de développement initiées par le président de la République. Un message transmis à Miss Belmondogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, cadre de la région, venu poser la première pierre de la 2e école primaire du village. Godefroy Okambawa. Les enfants de Yamanyoa, village de la sous-préfecture de Yagbodounoa, dans la région du Gor, seront dotés bientôt d'une nouvelle école primaire. La pose de la première pierre de cette 2e école du village est faite par une fille de la région, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo. Réunie en fédération, la mutuelle des cadres du canton Guébié exprime sa reconnaissance pour ses actions qui participent à l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage des enfants. Voir Madame la ministre poser la première pierre d'une école, ça nous fait grande joie. Et ils ont compris désormais que si on avait compris tôt, on ne serait pas à ce niveau de développement. Ce qui doit les intéresser, c'est le développement. Alors qu'on ne peut pas parler de développement sans aller dans le sens voulu de ceux qui en sont artisans, c'est-à-dire l'État. Miss Belmondogo invite les populations du canton Guébié à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre des projets initiés par le gouvernement dans la localité. Pour soulever un enfant, il tend ses mains. Si tu le forces, tu vas lui faire mal. Intéressez-vous à ce qui se fait par le gouvernement. Le président Alassane Ouattara ne fait pas un développement par ethnie ou par parti politique. Je me tourne vers les cadres. Que votre mot le plus partagé dans ce canton soit le développement. Miss Belmondogo a offert 7 tonnes de ciment pour entamer la construction de cette nouvelle école du village. Des kits scolaires aux écoliers ainsi que des broyeuses de manioc aux femmes de Yamanyoa et du canton Guébié. La ministre de la Solidarité a pris l'engagement d'accompagner le développement dans tous les 7 villages du canton Guébié, tels que voulus par le président de la République, Alassane Ouattara. De Gagnoa, rendons-nous à Grand Laou, au sud de la Côte d'Ivoire, où des travaux de rénovation et de construction des routes urbaines ont démarré depuis le début du mois de juillet. Notre reporter, Lansine Bakayoko, s'est rendu sur les lieux pour constater l'avancée des travaux. Suivant ce reportage. Une pelle sur chenille, une niveleuse de moteur, un rouleau compresseur, une raboteuse et un stabilisateur de sol. À Grand Laou, les travaux de voirie urbaine engagés par le gouvernement vont bon train. Ces travaux répondent aux enjeux de cette ville où les chaussées sont très vétustes avec de nombreuses dégradations. Les populations attendent beaucoup de ces chantiers, notamment en termes d'amélioration des conditions de mobilité. Nous, on était enclavés ici. Voilà, même pour avoir la clientèle, c'était un peu difficile pour nous parce qu'il n'y avait pas de route pour venir envers ici. Nous étions seuls en brousse ici, mais on est content aujourd'hui d'avoir cette route parce qu'aujourd'hui là, on sait que le client peut venir à n'importe quel moment.
Sur la dorsale qui débouche sur le quartier habité par les administratifs, c'est une nouvelle route qui est en construction. Les ouvriers prennent beaucoup de plaisir à finaliser ce chantier. Actuellement, je suis en train de faire l'élargissement de la voie. La voie est petite. Donc, je veille à l'élargissement et au réglage de la voie. Plus loin, sur ce tronçon très sollicité, les bordures et les caniveaux endommagés ont été remplacés afin de rétablir un écoulement pluvial, de renouveler les revêtements de la chaussée et des trottoirs. Des pistes villageoises sont également en réhabilitation, en l'occurrence celle menant à Ngorankro. À Grand Laou, ce ne sont pas seulement les infrastructures routières qui sont en rénovation, mais également les équipements électriques. La réalisation de tous ces projets prend en charge la préoccupation d'améliorer le cadre de vie des populations, la redynamisation de l'économie locale et surtout la sécurité routière. En l'espace de quelques semaines, après le lancement du programme d'entretien routier, où Laou a bénéficié de plus de 400 km de reprofilage lourd, pratiquement une semaine après, les travaux ont démarré. Et c'est un élément de fierté pour nous. Les travaux de rénovation ont été lancés par le ministre-gouverneur des Grands Ponts, Vincent Louès, afin de matérialiser la politique du gouvernement. Cette politique est articulée autour de la restauration et de la modernisation des infrastructures socio-économiques. L'actualité, c'est aussi le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire s'illustre plutôt bien avec 11 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 2 en bronze, de quoi redonner le sourire aux populations ivoiriennes. Toujours à Kinshasa, en marge des 9e Jeux de la francophonie, le Massa 2024 se prépare. Un message retranscrit dans les faits par le directeur général du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Aboudraman Kamaté, a profité de l'occasion pour échanger avec les artistes congolais et les inviter par la même occasion à s'inscrire massivement dans les différentes disciplines afin de participer à cet événement culturel prévu en avril 2024 en Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux, Isaïe Ochodan et Fernand Conan. Exhorter les artistes congolais à venir nombreux au prochain Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, prévu au mois d'avril 2024. C'est le sens de la rencontre entre le directeur général du Massa et les acteurs culturels de la RDC, République démocratique du Congo. Ce, en marge de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Il m'est paru important qu'un pays comme le Congo, qui s'impose sur le continent comme un pays de création, un pays de créativité, avec des talents reconnus, puisse être au cœur des préoccupations du directeur général du Massa pour venir faire donc la promotion de ce marché panafricain. Donc c'est aussi la preuve donc de l'intérêt que ces artistes portent donc à cette manifestation que nous mettons en place tous les 2 ans. Et beaucoup d'artistes congolais sont passés par le Massa pour être aujourd'hui des vedettes que nous connaissons. Un message bien perçu par les artistes congolais. Je connais très bien le Massa et aujourd'hui on est tous d'accord que la culture est le vecteur de développement. La culture permet aujourd'hui d'employer énormément de jeunes. Et il faut que le Massa continue à jouer ce rôle de marché pour le spectacle africain. Et je pense très honnêtement que beaucoup d'autres gouvernements africains devraient emboîter le pas, imiter ce que fait la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC saisit l'opportunité pour rappeler les liens de coopération culturelle entre les 2 pays. Je suis très heureux que le directeur général du Massa soit venu pour justement sensibiliser la partie congolaise à se rapprocher de la partie ivoirienne pour qu'ensemble on aille vers des perspectives heureuses. Le Massa est une plateforme à partir de laquelle les artistes peuvent se projeter dans le monde. Et vous savez que les Ivoiriens et les Congolais, ils ont l'art et la culture dans les veines. C'est même inscrit dans le code génétique. Et c'est à eux de mutualiser leur intelligence pour aller de l'avant. La 13e édition du Massa est prévue du 13 au 20 avril 2024 à Abidjan. L'actualité internationale nous conduit de Kinshasa au Niger, en Éthiopie et aux États-Unis.
La France réagit ce 4 août à la dénonciation des accords de coopération militaire par les putschistes au Niger, en soulignant que seules les autorités nigériennes légitimes sont en mesure de les rompre. Le gouvernement fédéral éthiopien déclare ce 4 août l'état d'urgence après des affrontements entre l'armée et des combattants locaux. Ces événements ont eu lieu ces dernières semaines dans le nord du pays. L'ancien président américain Donald Trump plaide non coupable devant un tribunal fédéral face à des accusations inédites liées aux résultats de l'élection de 2020. Pour Donald Trump, il s'agit d'une persécution d'un opposant politique. La prochaine audience est fixée au 28 août 2023. Un commentaire de Sidonie Davila. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 6h30 pour un autre rendez-vous de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.